You. Use your love yourself. Use superpower. And that you. Not unique. Beautiful. Be fearless. Be you. Allez. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du nazisme. Est-ce que les nazis ont vraiment perdu la Deuxième Guerre mondiale? Et si nous ne vivrions pas aujourd'hui sous le règne du Quatrième Reich? Sujet un petit peu tabou et un petit peu sensible. Alors on va faire un petit retour en arrière pour cette Deuxième Guerre mondiale, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui au niveau géopolitique et pour bien comprendre aussi dans quel monde nous vivons. On va commencer par Hitler. Hitler, qui était un fervent patriote, qui a servi lors de la Première Guerre mondiale en tant que caporal, voyant son pays dans les années 30 en étant en pleine austérité et dans un état de précarité sans précédent, Hitler va commencer à donner de la voix pour se faire connaître et faire passer ses idées. C'est comme ça qu'il va finir par fonder son parti national-socialiste et qu'il va attirer à lui de riches investisseurs qui vont lui permettre d'accéder au pouvoir. Alors d'abord, qui était Hitler? Est-ce qu'Hitler, il y a des rumeurs comme quoi il aurait été un fils illégitime de Rothschild, chose qui est démentie sur les médias officiels, chose qui est possible, comme il est possible que les Rothschild aient participé également, quand on sait qui sont les Rothschild, à la montée d'Hitler. Hitler était-il un sioniste, ou a-t-il été aidé par les sionistes à prendre le pouvoir et faire un pas de plus dans le nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial qui n'est pas une théorie émergente de ces dernières années, c'est une théorie qui existe depuis très longtemps, et ceux qui dirigent le monde dans l'ombre, quand on parle des lignées ou des familles, des 13 familles qu'on ne verra jamais dans les médias, ça a toujours été leur objectif de contrôler la population. Et pour cela, la théorie, enfin c'est même pas une théorie, mais le nouvel ordre mondial, c'est un plan bien précis, et il se pourrait que la Deuxième Guerre mondiale ait été un grand pas pour l'élaboration de ce plan. Et on va y revenir un peu plus tard. Hitler, en tout cas, reçoit de l'aide financièrement par l'intermédiaire d'une banque de Suisse, la banque de crédit suisse, de l'étranger. On y retrouve Wall Street, on y retrouve l'Angleterre, on retrouve des sociétés comme General Motors, comme Ford, on retrouve également des partisans d'Hitler qui vivent en Argentine. Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, énormément d'Allemands sont venus se réfugier en Argentine. Et donc, il y aurait eu des milliers de personnes fortunées qui auraient également financé par l'intermédiaire de cette banque suisse la montée d'Hitler au pouvoir. Car sans argent, Hitler n'aurait pu ne rien faire. C'est comme aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes rien. Et donc l'accession au pouvoir d'Hitler, il l'a fait grâce à ses talents d'orateur, grâce à son charisme, grâce à sa manière de manipuler les foules. C'est un meneur d'hommes. Mais sans argent, il n'aurait jamais pu faire tout ce qu'il a fait. Hitler a été financé et il a été placé par les gens qui voyaient en lui une aubaine de faire un grand pas dans
le nouvel ordre mondial. Et vous allez voir ce qui s'est passé après la guerre. Revenons d'abord sur ce qui s'est passé pendant la guerre. 1936-1939, c'est la guerre d'Espagne. Franco est en train de battre en retraite. Les républicains sont en train de gagner la guerre. Il appelle à la rescousse Mussolini et Hitler pour venir à son aide, à son secours, pour renverser la tendance. Hitler et Mussolini répondent présents. Ils envoient leurs troupes et aident Franco à gagner cette guerre. Qui est ambassadeur de France en Espagne à Madrid en 1939 ? Ce n'est autre que le général Pétain. Et ça a son importance, car par rapport à ce qui va suivre en 1940, on pourrait supposer que Pétain ait rencontré Hitler et qu'un marché occulte ait été fait entre les deux hommes. 1939, Hitler commence par envahir la Pologne. La France et l'Angleterre sont obligés de lui déclarer la guerre. La France et l'Angleterre, qui sont quand même deux grandes puissances mondiales au niveau militaire à l'époque, et qui bizarrement, si on regarde l'ascension d'Hitler, les pays étrangers sont restés muets, sont restés neutres, sont restés inactifs par rapport à l'ascension d'Hitler qui affichait haut et fort ses intentions. Toujours est-il qu'en 1939, il y a la déclaration de la guerre, il va falloir y faire face. On se dit à l'époque, comme la France est une puissante armée, même certains diront que c'est une des armées les plus puissantes du monde, qu'Hitler va se retrouver face à un problème, face à un mur, l'armée française. Et en fait, l'histoire nous révélera que ce problème ne fut pas un problème. La défaite française en 1940 est historiquement la plus humiliante que la nation n'a jamais connue. Que s'est-il passé ? Alors, je vais aller rapidement sur ce sujet, je ne vais pas y rester des heures parce que ce n'est pas important. Ce qui est important de retenir, c'est la vitesse à laquelle la France a été battue et le rôle de Pétain. À l'époque, en 1940, le chef d'état-major des armées, c'est le général Maurice Gamelin. Un général qui est connu pour ses compétences, pour ses hauts faits lors de la Première Guerre mondiale, et nul doute pense que c'est l'homme qu'il faut pour gérer l'armée française face à l'invasion allemande. Or, ce qui paraît incroyable, malgré qu'il ait été averti par les services secrets belges qu'Hitler a l'intention de faire passer ses troupes par les Ardennes, le général Gamelin, en ayant connaissance de cette information, il ne va pas en tenir compte. Et on pourrait se demander pourquoi. Et c'est là qu'intervient le général Pétain. Est-ce que le général Pétain n'aurait pas influencé Gamelin sur sa manière d'opérer et de mettre en déroute l'armée française face à une armée qui à l'époque était considérée plus faible? Toujours est-il qu'après la percée de Sedan dans les Ardennes, quelques jours après, le général Pétain est rapatrié en France par Reynaud, qui est le chef du gouvernement français à l'époque, et Pétain est nommé au gouvernement. Et là, on peut se poser la question sur son influence au gouvernement au moment de l'invasion allemande. Bref, toujours est-il que, en un mois, l'armée française est en déroute, malgré le renfort des Britanniques. Beaucoup de troupes se retrouvent à Dunkerque. L'armée britannique, finalement, arrive à s'extraire du continent pour regagner leur île, mais avant de partir, ils prennent la peine de détruire une bonne partie de la flotte maritime française et surtout,
ils ne se gênent pas pour tirer sur les alliés du jour, sur les Français. Seule une poignée de Français pourront regagner l'île britannique. La plupart vont mourir non pas sur le feu allemand, mais sur le feu britannique. Et là, on peut se poser la question sur le rôle de l'armée anglaise au début de cette guerre, sachant que l'Angleterre, des financiers anglais ont largement contribué pour la montée d'Hitler, pour l'ascension d'Hitler. Est-ce que finalement l'Angleterre n'était pas de mèche pour laisser l'Allemagne, dans un premier temps, conquérir l'Europe et notamment battre la France, avec la complicité du général Pétain. Pétain qui, en juin 1940, le 15 juin 1940, est nommé chef du gouvernement à la place de Reynaud, et 2 jours après sa nomination, que fait Pétain? Il signe la reddition de la France face à l'armée allemande. L'armistice est signé, la France est occupée, la France a perdu la guerre, mais tout le monde n'a pas perdu. Pétain se retrouve chef d'État à la tête du gouvernement de Vichy et la France est coupée en deux. On pourrait se poser la question, est-ce que pour des raisons d'ascension personnelle, de promotion personnelle, Pétain n'aurait pas vendu la France avec en retour la possibilité de devenir chef d'État de ce pays en pleine déroute? On pourrait se poser la question. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est pendant l'ascension allemande, c'est la neutralité et l'inaction des Américains. Les États-Unis sont à l'époque une puissance militaire assez importante et on pourrait se poser la question pourquoi ils n'ont pas bougé d'un pouce, voyant qu'en Europe, un pays était en train de conquérir d'autres pays, de se renforcer avec la possibilité de devenir un ennemi potentiellement dangereux. Pourquoi les Américains ne sont pas intervenus? C'est une question qu'on pourrait se poser. Surtout qui serait après intervenu par force suite au bombardement japonais à Pearl Harbor en 1942, qui aurait fait rentrer officiellement les Américains en guerre alors qu'ils n'avaient pas le choix. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi n'était-il pas intervenu avant? La guerre suit son cours et il arrive à un moment donné où il faut qu'elle se stoppe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont détruites. La guerre a fait des ravages. Et il faut pouvoir mettre en place les fondations d'un nouvel ordre mondial. Mais pour terminer cette guerre, il faut la terminer d'une manière cohérente. Et la manière cohérente, c'est bien sûr qu'il y ait un sauveur et qu'il y ait un perdant. Le perdant, c'est l'Allemagne, c'est les nazis. Le sauveur, ce sont les Américains. Cela va se produire, vous connaissez l'histoire, les Américains vont arriver avec les Alliés et les Allemands vont être mis en déroute jusqu'à la signature de la fin de la guerre en 1945. La question qu'on peut se poser une fois que la guerre est terminée, que sont devenus les nazis? Et que s'est-il passé d'important les années qui ont suivi après la fin de cette guerre? Alors d'abord, on va parler des nazis. Les nazis ont été partagés, en tout cas en ce qui concerne les ingénieurs, les scientifiques, les savants, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, entre les Américains d'un côté et les Russes de l'autre. Vous verrez dans les images qui vont apparaître, je vais juste donner quelques exemples de nazis qui ont occupé des postes à responsabilité juste après-guerre, pour vous montrer que les nazis n'ont pas été éradiqués comme on aurait pu le croire.
Surtout qu'il y a eu aussi un programme qui s'appelle le programme Odessa, qui aurait permis aux nazis en Allemagne de fuir l'Allemagne et de se réfugier pour la plupart en Argentine, en Amérique du Sud, mais d'autres aussi se sont réfugiés également en Russie et aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé juste après la guerre? Eh bien, il y a eu tout d'abord la création de l'OTAN en 1945. Il y a eu également la création de l'ONU, dont on connaît son importance, en 1945. Il y a eu également la création, du FMI en 1945. Il y a eu la création de la Banque mondiale en 1945. La création de l'OMS en 1947. La création de l'Europe en 1958, suite au traité de Rome de 1957, dont le premier président fut Weinstein, un ancien nazi. Ça vous donne une idée sur ce que les nazis sont devenus après la guerre. Vous avez von Braun qui, en 1960, a pris les responsabilités de la NASA. Lui, qui est ancien nazi, ingénieur, qui a travaillé sur la fusée V2 et qui se retrouve à la tête de la NASA en 1960. En tant qu'ancien nazi, c'est quand même une sacrée promotion. Et vous en avez d'autres. Vous avez Heuseberg, qui lui a été chef de l'OTAN, pareil dans les années 60. Et vous avez Waldheim, et puis il y en a eu d'autres, qui lui a été secrétaire général de l'ONU. Et vous avez des articles, en fait, que j'ai mis en lien, qui vous montrent que près de 60% des nazis qui étaient en poste en Allemagne après-guerre sont restés aussi, en fait, en poste pendant des décennies. Ils n'ont pas été remplacés, aussi bien sur des postes de fonctionnaires importants que dans la magistrature. Magistrature aussi, qui a pris une lenteur record pour juger leurs amis, leurs pseudo-amis nazis après-guerre. On se demande vraiment, quand on voit ça, si les nazis ont vraiment perdu la guerre ou si tout simplement les nazis n'auraient plutôt gagné la guerre, mais ils l'auraient continué d'une manière beaucoup plus subtile. C'est-à-dire qu'on a vu l'émergence après la guerre de deux blocs. Un bloc américain avec l'OTAN et un bloc soviétique avec le pacte de Varsovie qui a été signé en 1955. Et on pourrait se poser la question si finalement ces deux blocs ne seraient pas la continuité de ce qui a commencé en Allemagne en 1939. Bien sûr, il a fallu faire tomber la tête de certains nazis pour rendre cohérent la fin de cette guerre. Donc il y a toujours, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, il y aura toujours des sacrifiés, mais la plupart d'entre eux quand même s'en sont relativement bien sortis. Et on pourrait aussi se poser la question, parce que là aussi, le suicide d'Hitler reste un grand mystère, même si certains se sont amusés à analyser des restes de son corps et qu'ils auraient vu, oui, effectivement, que c'était bien les restes d'Hitler. Bon, on peut se poser la question si finalement Hitler n'aurait pas fini sa vie en Argentine. Quand vous allez en Argentine, quand vous discutez avec les Argentins, eux, ils sont convaincus qu'il a vécu la fin de sa vie là-bas. Mais après, bon, voilà, chacun pense ce qu'il veut, surtout que ça ne change rien sur le fait que le nazisme, en fait, il a toujours continué d'exister. Et là, vous trouverez aussi, parmi les images qui vont défiler sur l'écran,
vous allez trouver des similitudes de logos. Je les ai mis exprès pour que vous voyez notamment cet aigle qui regarde de côté, qu'on retrouve dans des logos par exemple de la CIA. Alors on sait que la CIA, eh bien, ça a été une création inspirée par d'anciens nazis et donc qui a été créée par des anciens nazis. Ça, on le sait, vous pouvez, si vous cherchez un petit peu, vous allez retrouver des sources qui en parlent. On y voit également une étrange coïncidence entre le logo nazi du Troisième Reich et également celui de la Fed qui est la réserve américaine. Donc on pourrait se demander, mais comment ces logos se ressemblent, sont pratiquement identiques? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'il y a une volonté? Comme les logos des agences spatiales russes et de la NASA, qui sont sensiblement aussi, vous allez voir défiler sur ces images, qui sont sensiblement identiques, on pourrait se poser une question. Est-ce que cette dualité ou cette rivalité américano-russe n'est pas en fait une scène de théâtre, n'est pas en fait une manipulation des masses pour faire croire à une opposition fratricide entre deux grandes nations qui en fait sont complices dans l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Et notamment, on en aura un début de réponse en 1991, lors de l'effondrement de l'ex-URSS qui a permis à des pays comme l'Ukraine, Lettonie et Biélorussie d'obtenir leur indépendance. On pourrait se poser la question pourquoi George Bush, à l'époque, n'en a pas profité pour finir le travail et anéantir la Russie, chose qui n'a pas été faite. La Russie est finalement à renaître de ses cendres, est redevenue une grande puissance mondiale, est redevenue aujourd'hui aussi dangereuse qu'elle l'était pendant la pseudo-guerre froide des années 60. Sans compter, bien sûr, la grosse supercherie de la conquête spatiale. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout à cette conquête spatiale. Qu'ils aient essayé d'aller dans l'espace, oui, je pense qu'ils ont effectivement essayé. Qu'ils y soient parvenus, c'est autre chose. Et aussi bien les Américains que les Russes se sont rendus compte à l'époque d'une difficulté dont ils ont partagé le secret, dont ils ont gardé ce qu'ils avaient constaté entre eux, une forme de secret, de connivence entre faux frères ennemis qui se sont affichés sur la scène internationale comme une compétition qui en fait n'était qu'une coalition. La coalition du mensonge. Et si on parle de satanisme, puisqu'aujourd'hui, force est de constater que c'est Satan qui dirige ce monde avec les valeurs inversées par rapport à ce que nous sommes vraiment, Satan a plus d'un tour dans son sac, et quand je parle de Satan, je parle notamment des lignées ou des familles que vous ne verrez jamais dans les médias qui dirigent ce monde. Satan est très bien capable d'utiliser la théorie de la dualité pour faire avaler des grosses couleuvres au peuple. C'est-à-dire que, en faisant croire qu'il y a une rivalité entre deux grandes puissances qui sont en fait animées par les mêmes intentions, parce qu'ils ne sont que là pour obéir à leur maître, eh bien, comme les États-Unis ont sauvé l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas impossible que demain, on voit les Russes venir nous sauver des Américains, alors qu'en fait, ils ne servent que le même maître. Et ça, c'est cette fameuse dualité que j'aimerais vous faire toucher du doigt pour prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous voyez dans l'actualité et par rapport aux grosses couleuvres qu'on essaye de vous faire avaler. Le problème de nous à la base, c'est que nous pensons, nous
réagissons en tant que membres d'un pays, en tant que membres national. C'est comme si nous étions un petit peu, pas vraiment des nationalistes, mais quelque part, nous défendons nos racines. Alors que ceux qui tirent les ficelles d'en haut, eux, n'en ont rien à faire des pays. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le contrôle total. Que ce soit fait par les Américains, que ce soit fait par les Russes, que ce soit fait par les Chinois, peu importe, du moment que le plan avance. Et c'est là que nous sommes trompés, parce que nous sommes, comme en politique, à chaque fois soumis à faire un choix qui nous fait croire à une certaine liberté. Et en fait, ce choix n'est autre que de choisir le pire ou le moins pire. Mais ce choix nous amènera toujours dans la même direction. Car force est de constater, si vous recherchez un petit peu de vous-même avec ce que je vous ai dit dans cette vidéo, que les nazis n'ont jamais vraiment perdu la guerre, et je dirais même qu'ils l'ont gagnée et qu'ils sont passés à, on va dire, une époque d'évolution beaucoup plus subtile. Il fallait que la guerre se termine. Il fallait reconstruire, mais il fallait aussi poser les jalons d'un nouveau monde. Et ces jalons ont été posés, et je vous en ai parlé tout à l'heure, par la création comme de l'OTAN, de l'ONU, du FMI, de l'OMS. On voit l'importance de l'OMS avec la pandémie qu'on connaît depuis 2 ans. Et puis d'autres. Il suffit d'ouvrir les yeux, de voir que les premières créations qu'il y a eu, ça a été des créations bancaires, financières. On y retrouve le FMI, le grand arbitre mondial de la monnaie mondiale. C'est eux qui font la pluie et le beau temps pour les pays qui sont le plus endettés dans le monde. C'est le FMI qui tire les ficelles. Le FMI a pratiquement le pouvoir de vie et de mort sur une nation, y compris la Banque mondiale. Voilà les premières choses qui ont été créées juste après la guerre. Si ça ne vous met pas la puce à l'oreille que cette guerre a suivi de tremplin pour une étape supplémentaire d'un nouvel ordre mondial et que nous sommes en train de vivre une autre transition vers une autre étape supplémentaire du nouvel ordre mondial, et ça passera aussi par une guerre, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il faut ouvrir les yeux sur ce monde pyramidal qui nous est imposé. Tant qu'on nous proposera une société avec un fonctionnement pyramidal, sachez que cette société, elle est contrôlée par les ténèbres. Même si dans les apparences, ces ténèbres vous paraissent bonnes. Et je vais terminer par ça. Souvenez-vous de ce qui s'est passé juste après la libération de Paris. Les Américains étaient en France. Combien de viols, combien d'assassinats et combien de violences, aussi bien sur les hommes que les femmes françaises, ont été tues, ont été cachés à l'opinion publique, parce que les Américains ont eu un comportement exécrable lors de cette libération. Et ça, l'histoire n'en parle pas. Et oui, l'histoire, on l'écrit, on la manipule comme on veut, mais ceux qui ont vécu, et il n'y en a plus beaucoup de nos jours, mais ceux qui ont vécu ces libérations, les Français qui étaient là, pourraient en témoigner. Les Américains étaient des barbares, des salopards. Combien de femmes de femmes françaises se sont retrouvées enceintes après des viols?
Et ça, on n'en parle pas. Regardez, avant de terminer cette vidéo, aussi les logos qui passent sur la présence de l'aigle, qu'on retrouve aussi bien côté russe que côté américain. Cet aigle a une signification beaucoup plus occulte qu'il n'y paraît. Et pour moi, cet aigle n'est autre que la preuve, mais ça c'est une interprétation personnelle, que nous sommes toujours dans le Reich et que nous vivons dans le 4e Reich et que bientôt nous allons passer la vitesse supérieure, nous allons rentrer dans le 5e Reich. Je vous laisse faire vos recherches, je ne vous demande pas de me croire, mais essayez de réfléchir à comprendre ce qu'il s'est passé dans le passé pour mieux comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.